Hi guys, salut à toutes et à tous. Ça va Dika, même si la, pardon, ça va Dika, même si la Thaïlande est un peu loin. En ce moment, bah, je suis de retour. Je suis resté silencieux parce que j'étais un peu dans les, bah, j'étais occupé, j'étais dans les affres du travail en Lettonie, à Riga, et d'ailleurs, bah, je suis revenu à Paris parce que les choses ne se passent pas aussi bien qu'on aimerait qu'elles se passent. Alors, bah, je vais vous raconter comme ça vous donnera un petit exemple de euh, je sais que travailler dans le cinéma et comment et comment c'est comment appeler ça? Comment c'est organisé quoi ou désorganisé plutôt. Alors, je suis donc parti euh, préparer ce film, donc préparer les décors de ce film, enfin toute la partie déco, art department, comme on dit en anglais. Et donc de ce film à Riga, en Lettonie. Alors pourquoi la Lettonie? Ben, tout simplement parce que l'histoire du film, les personnages euh, font qu'on ne peut pas tourner dans le pays où ça se passe. Voilà, c'est un peu sensible, donc on cherche. euh, on cherche des décors ailleurs, voilà, en les modifiant évidemment, en les adaptant, et ce qui nous permet de faire croire qu'on est dans ce pays-là, euh, pour ne pas le citer, la Russie, alors qu'en fait on n'y est pas. Enfin, vous comprendrez aisément pourquoi on ne peut pas tourner en Russie en ce moment, n'est-ce pas? Alors, je suis donc parti, la fleur au fusil, avec une collègue à moi, à Riga, donc voilà, où j'ai rejoint une équipe locale, lettonne, avec quelques personnes. Voilà. Donc, tout s'est bien passé au début, hein. On a un super appart, on a des voitures, etc. Et puis, on sentait qu'il y avait des petites négociations d'argent. C'était, comment dire, c'était assez difficile. Nous, à la déco, on a très vite besoin de choses pour pouvoir travailler efficacement. Les choses, les ingrédients dont on a besoin, qui sont un peu les nerfs de la guerre, bah, c'est d'une part des membres supplémentaires dans l'équipe, parce qu'il faut bien voilà, il y a beaucoup de travail, chacun a sa spécialité, et il faut que ces gens-là commencent. Et puis évidemment, on a aussi besoin d'argent, parce qu'il faut qu'on dépense, que pour bloquer certaines fournitures, comme dans beaucoup de business, on est obligé de payer un peu, et que si on n'a pas d'argent, on n'est pas efficace, on peut rien faire. Et toutes nos demandes étaient, comment dire, repoussées poliment. On nous demandait de retravailler sur le budget, etc., etc. Bref, on a fini par comprendre que, que la production, en fait, avait des petits soucis de financement. Je ne vais pas vous donner les détails, mais disons que moi, j'estime qu'ils n'ont pas très bien fait leur travail. Bon, toujours est-il qu'ils ont été courageux. Ils nous ont quand même envoyés là-bas pour commencer à préparer, tout en étant finalement un petit peu en chaussettes. Ils ont eu une mauvaise surprise sur un mécanisme de financement qu'ils pensaient avoir, mais qu'ils n'ont finalement pas eu. Parce qu'en fait, il était laiton, local, et que les laitons n'aiment pas le scénario, et à cause de ce qu'ils racontent à cause des personnages, à cause du fait que voilà que c'est en Russie, etc. Bon, les Lettons, on vous vous en doutez, une sensibilité un peu exacerbée là. Ils ont parfois l'impression qu'ils sont les prochains sur la liste de Poutine après, après l'Ukraine. Donc tout ça est sensible. Bref, les petits soucis là de financement s'ajoutant les uns aux autres, ils ont fini par comprendre en fait que ça servait à rien de nous laisser là-bas parce que on préparait à 50% vu qu'on avait ni l'équipe qu'il nous fallait, ni l'argent pour commencer à bosser. Donc ils nous ont appelé samedi dernier, on est aujourd'hui mardi, en nous demandant de rentrer à Paris et en nous expliquant qu'ils allaient suspendre euh, la, la, la préparation du film pendant 2 semaines, le temps de régler des petits problèmes financiers. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont un peu arrêté l'hémorragie, quoi.
parce qu'il y a rien de plus bête au monde que de dépenser l'argent mal. Voilà, vaut mieux pas le dépenser du tout et se dire, «On verra plus tard». Donc voilà, je suis rentré chez moi, à ma maison de Nogent-sur-Marne, heu, voilà, que j'ai trouvée déserte parce que mon fils, qui vit avec moi en ce moment, est parti lui au Pérou, voilà, à Lima, et puis il va faire un tour de ce pays magnifique. Ça, quelle chance il a. Voilà, et puis, ben, moi j'attends en fait. Moi je suis là, heu, j'attends, je suis sous contrat, donc je suis payé, donc j'ai des petites choses à faire en France, toujours pour le même film, hein. Voilà, et normalement je devrais repartir, si tout va bien, on croise les doigts, je devrais repartir le 11 novembre. Voilà, bon, je vais quand même, je reviens tout de suite, puis je sais pas, je vais vous parler un peu de la Thaïlande, sans doute, via YouTube, parce que, honnêtement, les seuls contacts, rapports que j'ai avec la Thaïlande en ce moment, c'est grâce, quelques chaînes YouTube, que je suis, que je suis. Oui, que je suis. Pas moi, les chaînes YouTube, je les suis. Voilà. Je reviens tout de suite. Hello, hello, je suis de retour. Voilà, et on est le lendemain, figurez-vous. La preuve, j'ai changé de couleur de t-shirt. J'ai un t-shirt tout propre. Voilà, donc on est mercredi. Et donc deuxième volet de cette vidéo, je vous avais promis mes petits commentaires sur la Thaïlande via, enfin sur la Thaïlande, en fait sur des chaînes YouTube, pardon, qui pour l'instant sont, bah, mon seul lien avec la Thaïlande, parce qu'encore une fois, entre Paris et Lettonie, même si je vais y retourner, c'est pas demain. Alors avant tout ça, ça va venir dans un troisième volet, hein, surtout restez là, hein. Ah ouais, parce que c'est le croustillon, évidemment. Ah, c'est pas si croustillant que ça. Non, non, en fait, je vais me borner à vous parler. Je vais pas vraiment faire un classement. En tout cas, j'aimerais vous parler des chaînes que j'aime bien. Ça va pas être très long, il y en a pas beaucoup. Et puis des chaînes que j'aime moins. Euh, voilà. Euh, Sans surprise ou avec surprise pour ceux qui me connaissent pas. Mais avant toute chose, eh ben, figurez-vous, j'aimerais vous parler de pognon. Et oui, vous parlez d'argent, parce que pendant que j'étais dans mon petit paradis laiton, là, et que je me tenais pas au courant de grand-chose, eh ben, nos chers députés, eux, étaient à l'Assemblée, discutaient de la nouvelle loi de finances, et c'est des amendements, et qui sont pas des amendements innocents. Et il concerne, d'une part, alors un amendement, pardon, un peu général. Alors, j'ai pas bien compris, est-ce qu'il est adopté ou pas? En tout cas, c'est en projet. Euh, c'est une quasi-refonte générale de notre système d'imposition français, vu que, bon, pour l'instant, le principe du système français, c'est qu'il est basé sur la notion de résidence fiscale, c'est-à-dire là, bon, bah, là vous êtes, là vous habitez, là vous vivez, là vous avez vos intérêts économiques. Il voudrait donc changer ça et en fait introduire la notion d'impôt universel, comme aux États-Unis, en fait, et aussi d'ailleurs comme dans d'autres pays d'Europe, et passer de la notion de résidence à la notion de nationalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire en gros, comme les Américains, que à partir du moment où vous êtes français, ou vous partez, ou vous vous exilez ailleurs, vous restez français et donc vous continuez à avoir des impôts payés en France. Alors vous allez me dire, oui, mais les accords de non-double imposition, c'est en effet le problème. C'est-à-dire que ça va se heurter à ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va y avoir des renégociations? Est-ce qu'ils vont rajouter euh, des petits textes La France a passé énormément d'accords de non-double imposition avec beaucoup de pays. Donc, principalement, ce qui nous intéresse, la Thaïlande. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer? En fait, ils font ça, hein, c'est pas pour rien. Ils font ça pour
Ils font ça, en fait, pour chasser, pour pêcher le gros, et pour empêcher un peu l'exil fiscal. Voilà. Donc, ça va s'adresser principalement aux gens qui, vers un pays où le système d'imposition est au moins 50% inférieur à celui de la France, c'est-à-dire où vous êtes censé payer au moins 50% de moins d'impôts. Alors, je ne crois pas que ce soit le cas de la Thaïlande, hein, franchement, parce qu'en fait, quand vous le regardez bien, le système fiscal thaïlandais, il n'est pas l'équivalent, mais il n'est pas 50% moins cher que le système français. Alors, ce qui va être très compliqué dans ce calcul-là, pour déterminer quels sont les pays concernés, c'est qu'en fait, dans tous les pays, y compris la France, il y a des tas de niches fiscales, et non pas de nage fiscale, donc de niches fiscales, et qui avantage principalement les étrangers, ce qui est par exemple le cas en Thaïlande, puisque vous savez que vous ne payez en Thaïlande que des impôts sur l'argent que vous rapatriez de France. Si vous le laissez en France, vous ne payez rien. Il n'y a pas d'impôt. Voilà. Donc, de là à penser que quelqu'un de malin, euh, il est exilé fiscal en Thaïlande, il paye donc ses impôts en Thaïlande, et tout ce qui ne concerne pas la Thaïlande, c'est-à-dire l'argent qui reste ailleurs, eh ben, il paye rien. Voilà. Euh, Petite parenthèse, la Thaïlande n'est pas du tout un paradis fiscal, hein, absolument pas. Le système d'impôt, il est très précis, il existe, il y en a, et ceux qui le payent déjà en savent quelque chose. Alors, ça concernera d'une part donc ces pays-là, donc on va dire plus de 50% d'économie sur les impôts. Et puis, alors, en termes de temporalité, ça va conserver les gens qui ont passé au moins 3 ans en France dans les 10 dernières années. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, euh, si ça fait, si ça fait 10 ans que vous êtes en Thaïlande, mais que vous avez passé 3 ans en France, eh ben, vous allez payer pendant 3 ans les impôts en France. Alors, l'impôt que vous allez payer en Thaïlande, parce que vous allez continuer à le payer, en fait, servira d'avoir fiscal. C'est-à-dire que la France vous déduira cette somme des impôts qui vous demanderont de payer. C'est pas peu dire que c'est une usine à gaz. Et donc, du coup, honnêtement, enfin bon, ils vont peut-être essayer, hein, mais euh, c'est très compliqué. Donc, au minimum, si ça se fait, ça va prendre un temps fou. Il faut mettre en place des systèmes de contrôle, de recoupement. Enfin, c'est très compliqué, euh, honnêtement. Alors, n'est-ce pas, comme ils veulent toujours, ces gens qui nous gouvernent, les députés, etc., comme ils veulent toujours, ils sont à la recherche d'argent puisqu'ils ont évidemment à combler le trou abyssal du budget de l'État, voilà, qui est même déficitaire, ça devient un mot un peu léger. Donc ils cherchent du pognon, absolument partout, 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 partout. Et ces gens qui sont des gens brillants, les énarques, qui devraient être plutôt doués en économie, en business, etc. Et ben en fait, la seule façon qu'ils ont, le seul moyen qu'ils connaissent, c'est d'aller prendre l'argent dans notre poche. Voilà. Et donc pour ce faire, donc bon, en plus de ce que je viens de vous décrire, ils ont décidé d'augmenter la flat tax. Alors flat tax pour euh, c'est quoi? Bah, la flat tax en fait, c'est la taxe, donc les impôts que vous payez sur tout ce qui est placement, enfin sur les plus-values, pardon, de tout ce qui est placement bancaire, placement sur les marchés, revenus financiers, etc., etc. Alors cette flat tax, elle a été de 30%, elle est déjà passée. Alors ça, c'est un amendement qui a été accepté, euh, voilà, qui a été validé. Euh, alors un amendement validé, en fait, ben, c'est simple, il a été voté, il est validé, donc quand la loi passe d'une manière ou d'une autre, voilà, et ben, l'amendement passe avec, normalement. Donc,
il est valable et il fait partie de la loi. Donc cette flat tax, 30 avant, aujourd'hui 33 3 de plus et même 37 m'a-t-on dit pour, les revenus les pour les oui, pour les revenus les plus élevés, c'est-à-dire pour les grosses plus-values. Voilà. Alors, tout ça est intéressant parce que d'ailleurs ce système de flat tax, ils sont pas bêtes, ils vont s'en servir pour autre chose. Pardon pour cette coupe un peu, inélégante, mais je viens de me rendre compte que mon propos, d'avant, il n'allait pas jusqu'au bout. J'ai dû faire une mauvaise manip et je l'ai coupé. Donc oui, je vous parlais de cet, alourdissement de la fiscalité sur les ventes, en fait, immobilières. Alors vente immobilière, donc je sais même plus si je l'ai déjà dit, résidence principale et résidence secondaire. Alors là aussi, il y a un lien avec la Thaïlande assez évident, c'est qu'en fait, les gens qui ont un projet d'expatriation, qui veulent partir pour de bon, qui veulent partir vivre en Thaïlande, y passer leur retraite, voire plus, bah, très souvent, ils ont besoin d'argent pour faire ça. Donc le premier réflexe, si on a décidé d'abandonner la France, et ben, c'est de vendre ses biens en France. C'est donc de vendre sa résidence principale ou sa résidence secondaire, voire les deux. Alors, au niveau de ces amendements, oh, pardon, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la situation était simple. Concernant les résidences principales, il y avait, je dis il y avait parce que si l'amendement va jusqu'au bout, il n'y aura plus. Il y avait une exonération totale d'impôt sur les plus-values au bout d'un an. C'est-à-dire que si vous gardiez votre résidence principale plus d'un an, vous pouviez après être, excusez-moi, je ferme la fenêtre, voilà. Alors oui, donc si vous la vendiez, après, au bout d'un an et on va dire, 3 secondes, vous étiez totalement exonéré d'impôt sur les plus-values. Vous l'aviez acheté 150 000 €, vous la revendiez 200 000, sur les 50 000 € de plus-value, exonération totale. Voilà, alors cette période d'un an, figurez-vous, ils vont la passer à 5 ans. C'est-à-dire que, avant de vendre votre résidence principale, si vous voulez être exonéré, des impôts sur les plus-values, je vous souhaite de faire des plus-values, il faudra attendre 5 ans. Après 5 ans, ce sera bon. Ce qui veut donc dire que alors, heu, la plupart des gens, quand ils achètent une résidence principale, alors, sauf ceux qui font du business en immobilier et qui trichent d'ailleurs, hein, voilà. D'ailleurs, il est très facile s'ils vous attrapent, qu'ils vous requalifient. C'est-à-dire que si vous avez trop souvent des résidences principales différentes, simplement parce que vous achetez et revendez rapidement, pour faire du bénéfice, ils vont requalifier ça. Ce sera plus votre résidence principale, vous allez être considéré, je ne sais pas, comme un marchand de biens. Voilà. Donc, attendez 5 ans, après 5 ans, plus de problème. Contre. Voilà. Alors maintenant, les résidences secondaires. Alors vous allez voir, c'est là que cette histoire de flat tax revient. Donc les résidences secondaires, en fait, il fallait attendre, et alors ça ne va pas changer, il fallait attendre 20, que je ne dise pas de bêtises, 22 ans, voire même 30 ans pour être totalement exonéré d'impôts sur les plus-values. Alors, pourquoi il y a cette différence? Bah, parce qu'en fait, l'imposition sur les plus-values en matière de résidence secondaire, elle est constituée de deux parties. Il y a une partie prélèvements sociaux qui est de 17,2% et une partie d'impôt pur qui est, lui, à hauteur de 17%. Voilà. Euh, Plus d'ailleurs, je crois, 6% supplémentaires pour les montants de plus-value très importants. Alors, en fait, pourquoi il y avait ces deux parties? Ben, simplement parce que la dégressivité
de l'impôt sur les plus-values au fil des années n'était pas la même sur l'une ou sur l'autre partie. C'est pour ça qu'en fait, au bout de 22 ans, vous n'aviez plus d'impôts à payer, exonération totale, mais il vous restait encore des prélèvements sociaux payés. Et pour que tout s'éteigne, tout devienne, tout devienne- tous ces impôts disparaissent, en fait, il fallait attendre 30 ans. Voilà. Alors, bon, c'était dégressif, c'est-à-dire que quelqu'un qui allait vendre sa résidence secondaire au bout de 2 ans, il allait payer beaucoup, et puis au bout de 10 ans, et puis au bout de 10 ans moins, etc., etc. Jusqu'au moment où il payait plus d'impôts du tout. Alors ça, ils vont totalement supprimer ce système, c'est-à-dire qu'ils vont remplacer cette dégressivité par la fameuse flat tax à 33%. Ce qui veut donc dire, alors ce qui veut dire quoi? Eh ben, ce qui veut dire que vous vendiez au bout de 3 ans ou au bout de 10 ans, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, boum, 33% sur les plus-values. Au bout de 10 ans, boum, 33% sur les plus-values. Il y aura par contre toujours le seuil maximal à atteindre, 22 et 30. Pardon d'ailleurs, non, 22, je crois, puisque du coup, si la flat tax, il y a aussi les prélèvements sociaux. Donc 22 et 30. Disons 30 ans pour ne plus rien payer du tout. Voilà, donc vous partez en Thaïlande. Si vous voulez vendre votre résidence principale, bah, si vous l'avez depuis moins de 5 ans, attendez-vous à payer des impôts sur les plus-values que vous allez réaliser, sauf si vous faites partie enfin, si vous êtes dans certains cas qui sont décrits dans des petits textes, qui sont en général très longs, hein, qui s'appellent des BOFIP, voilà, qui sont inclus dans l'amendement, où on vous explique tous les cas, un peu de force majeure, vous n'allez pas être obligé de payer ces impôts. Alors, ça peut être, entre autres, la liste est longue, hein, mais ça peut être, je sais pas, un divorce, ça peut être, vous êtes âgé, vous partez dans un EHPAD, voilà. Enfin, il y a des tas de, vous perdez votre travail, etc., etc. Il y a des cas prévus par la loi où, même si vous vendez avant les 5 ans, vous n'aurez pas à payer euh, cette, euh, euh, cet impôt. Voilà, bon, je vous donne pas la liste, hein, parce que c'est vraiment très long. Si ça vous intéresse, il faut vous référer au texte de loi, des amendements qu'on peut trouver facilement euh, sur Internet. Voilà. Et puis, ben, si vous vendez votre résidence secondaire, et ben là, bon, ça dépend depuis combien de temps vous l'avez. Si vous l'avez depuis plus de 30 ans, vous vendez, vous payez pas d'impôt. Si par contre vous l'avez depuis 10 ans, attendez-vous, si vous faites une plus-value, ça peut chiffrer, hein, parce que si la plus-value est importante, bah, badabou, voilà. Donc attendez-vous à payer des impôts sur cette plus-value réalisée à hauteur de la flat tax, 33%. Voilà, et je crois que je vous ai parlé de tout. Euh, ce changement général du système d'imposition, la flat tax, ainsi que l'augmentation de l'imposition sur les ventes d'immobilier, résidence principale, résidence secondaire. Voilà, je reviens tout de suite pour attaquer. Restez là pour parler des chaînes YouTube et de la Thaïlande. Troisième volet, le dernier. Alors, bon, depuis que je suis revenu de Thaïlande et que, en quelque sorte, eh ben, je me considère un peu comme exilé entre la France et la Lettonie, surtout ces derniers temps, bah, du coup, les seuls liens que j'ai avec le royaume, alors hormis les coups de fil à ma charmante fiancée, petite amie, girlfriend, et puis les coups de fil, les WhatsApp avec les personnes à qui j'ai acheté mon petit appartement à Bang Tao Laguna, là, que je suis en train de payer. Donc j'ai tout le temps des trucs à leur demander. Voilà, ils m'ont même envoyé les hard copies, euh, comment on dit, les impressions des contrats par DHL en Lettonie. Voilà. T'es pas peu fier de recevoir un DHL de Thaïlande à Riga. Voilà, c'est assez classe. Donc j'ai ça, et sinon, bah,
Oui, j'ai les chaînes, YouTube, celles que j'ai l'habitude de rega alors, que j'ai l'habitude de regarder, heu, je les regarde pas tant que ça, hein. Il y en a que j'ai arrêté complètement, il y en a auxquels je jette un coup d'œil et il y en a qui m'intéressent plus. Alors, comme évidemment mes intérêts sont plutôt, heu, à Phuket, ah bah, du coup, j'aime assez, je dois dire, cette chaîne qui s'appelle, Kathleen Phuket, voilà, qui d'ailleurs devrait s'appeler Kathleen et Serge à Phuket, vu que maintenant ils font la plupart de leurs vidéos à 2. Donc Kathleen et son mari Serge. Alors, c'est des gens qui sont installés à Hawaï, c'est un couple, ils sont là depuis longtemps et je trouve qu'ils connaissent plutôt bien, et qu'ils alternent de manière agréable les interviews, les petits reportages qu'ils font eux-mêmes, où on peut voir, voilà, des marchés, des plages, plein d'endroits, en fait, à Phuket, et c'est agréable. Ces 2 personnes sont, très sympathiques, ils parlent bien, heu, donc voilà, un bon point, je les aime bien. J'aime bien Katrina Phuket. Et oui, voilà. Si on sort un petit peu donc de Phuket et qu'on retourne, et ben, on va dire vers, Bangkok, heu il y a 2 chaînes que j'aime bien et qui alors en plus c'est rigolo, se rejoignent. Donc en fait, ils font des vidéos ensemble. C'est d'une part la vidéo de Charles qui s'appelle, Charles Charles in Thailand, je crois, et puis la chaîne de excusez-moi, je suis obligé de lire parce que ah non, c'est le papier jaune. Il est là. Et puis la chaîne en fait de, de Tsai qui s'appelle, qui s'appelle, hem, qui s'appelle je ne sais plus, tiens, elle est bonne celle-là. Ah si, elle est non, non, elle est pas là. Bref, Charles et Tsai, voilà. Et alors les 2 ensemble déjà, chacun séparément, leurs chaînes sont pas mal. Ce que j'aime bien chez Charles, bon, il a une espèce d'humour un peu nul, enfin bon, il y a des gens qui apprécient, hein, cela dit. Enfin, c'est de la blague, quoi. Mais bon, le mec est très sympathique et alors lui, il a un avantage, c'est que, plutôt que de se borner à faire, des vidéos sur, les malls, les 7-Eleven, et toutes les conneries, suivez mon regard, lui, en fait, il est pas parti de Bangkok, mais en tout cas, il a déménagé, il est parti vivre assez loin, dans un endroit dont le nom m'échappe, et du coup, il a une petite maison, avec sa femme et son fils, et du coup, il a une espèce de, je sais pas comment appeler ça, il a une vraie vie de local. C'est-à-dire qu'il est dans un endroit où il y a évidemment beaucoup moins d'étrangers, qui est moins interlope, c'est le moins qu'on puisse dire, que le centre de Bangkok. Et du coup, ben et voilà, il se débrouille pour faire des vidéos autour de chez lui. Alors je sais pas, il y a peut-être des gens qui trouvent que Bangkok c'est glamour, ce qui est pas mon cas. Euh, donc lui, bah oui, c'est moins glamour, mais du coup, je trouve que c'est beaucoup plus la Thaïlande de l'intérieur. Voilà. Et encore une fois, c'est un mec sympa. La chaîne de Sai, alors Sai, il a un avantage, c'est que il est, alors je sais plus, il est moitié français, moitié, alors est-ce que c'est laotien, thaïlandais, cambodgien, je ne sais plus. Toujours est-il qu'il parle très bien, parfaitement même, le thaï, il parle laotien, il parle français, évidemment, et j'imagine aussi qu'il parle anglais. Voilà. Et donc, du coup, ça lui permet, en fait, de faire. Alors, il fait des petites interviews, il fait il fait des micro-trottoirs, souvent, mais l'intérêt, c'est qu'il les fait il les fait en taille, directement. Donc, en fait, il y a des tas de questions qu'il peut poser, les gens comprennent exactement ce qu'on leur demande et c'est vachement intéressant. En fait, c'est vachement intéressant. Sai est en plus un mec, qui a eu un parcours plutôt rigolo il a été boxeur, en boxe thaï, en fait, bon niveau, surtout. Il a arrêté, maintenant il fait autre chose. Mais voilà,
sa chaîne est bien, elle est très documentée, il connaît bien la Thaïlande. Bon, petit bémol, mais après tout, il a le droit. Il fait partie de ces gens qui proposent des accompagnements, appelons ça comme ça, des accompagnements à l'expatriation. Il propose aussi d'ailleurs il propose aussi des conseils pour les gens qui veulent organiser un voyage. Voilà. Des petites choses comme ça. En tout cas, Karl, en Thaïlande, sa chaîne, dont j'ai oublié le nom, mais que vous trouverez facilement. Je vais la retrouver, je vais vous mettre les liens en description. Voilà, bon point aussi. C'est des gens sympathiques, qui ne prennent pas la tête, qui parlent pas de conneries du matin jusqu'au soir, qui disent pas de bêtises. C'est quand même, euh, c'est quand même sympa. Alors, dans le même genre, puisque c'est la mode, hein, les youtubeurs maintenant, ils se mettent en couple, c'est mignon. Ils se mettent en couple, ils se rencontrent et ils font des vidéos communes. Alors, il y en a deux autres dont j'apprécie moins, sans les détester, hein, mais dont j'apprécie un peu moins les vidéos. C'est Easy Thai Life. De nouveau un trou de mémoire, me demandez pas le prénom du mec. Et, euh, et une autre chaîne qui s'appelle, dont la chaîne de William, qui s'appelle William and Thai. Alors, ces deux-là, c'est pareil, ils sont mis ensemble, ils font des vidéos ensemble, et franchement, je suis moins persuadé, là, parfois, là, leur numéro de petits machos dans les piscines, je suis moins sûr du truc. Après, bon, euh, les vidéos de Easy Thai Life, il y a un peu à boire et à manger, quoi. Des fois, c'est bien, mais par contre, il y a des moments où il se permet des trucs. Enfin, il va interroger des gens, il se demande un peu pourquoi il le fait, quel intérêt ça a, etc. Bon, le mec est sympathique, hein. Le mec est sympa. William, j'aime un peu moins, il se la joue un peu, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Euh, voilà donc quand même voilà les chaînes, même la dernière, hein, que j'aime bien et que je regarde, même si j'ai des réserves sur la dernière. Voilà. Par contre, celle sur laquelle j'ai vraiment des réserves et que je regarde de moins en moins, en fait, je la regarde par curiosité. Euh, un peu mal placé, j'avoue. C'est notre star à tous, notre dieu vivant du YouTube en Thaïlande. C'est notre ami Sabri. Voilà. Alors, Sabri, j'ai dit pas mal de choses déjà sur ce que je pensais, hein. Du mec, hein. Le mec, j'ai fait une vidéo avec lui il y a longtemps. Voilà. Et le mec, je le trouve sympathique, tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Euh, il est très isolé, en fait. C'est quelqu'un qui se mélange pas, visiblement. Il rencontre pas d'autres youtubeurs et je crois qu'il je crois qu'il lui rend bien. Mais bon, moi, en fait, ce que je lui reproche principalement, alors sa chaîne principale, euh, bon, il a fini par accepter de dire qu'en fait c'était du pur divertissement, c'est des interviews, et que du coup, fallait pas prendre ça pour argent comptant, quoi. Que oui, que c'était du divertissement, que ça racontait des fois des conneries sur la Thaïlande, bla 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 bla. Et du coup, il a monté une deuxième chaîne qui doit s'appeler alors, euh, je sais plus, Sabritai Business ou un truc comme ça. Euh, et donc, oui, il a décidé de parler de choses plus sérieuses, de son côté entrepreneur. Voilà. Bon, moi, ce que je le reproche, c'est qu'en fait, c'est que du business. C'est-à-dire que c'est du marketing. Le mec, ça fait des mois qu'il nous assomme avec son guide là qu'il a fait sur la Thaïlande, le guide ultime de l'expatriation en Thaïlande. Et il ne manque pas une occasion tous les shorts, toutes les vidéos, de rappeler à la fin que son guide existe, qu'il est gratuit, et que donc il suffit de dire guide dans un commentaire pour qu'il nous l'envoie. Qui fait, hein, moi je l'ai lu. Voilà. Comment appeler ça? Sa compagnie, parce que je sais même pas si elle existe vraiment en fait, si elle est réelle, qui doit s'appeler Thai Expat ou un truc comme ça.
elle est citée dans un guide de 100 pages, elle est citée 75 fois. C'est un document PDF, donc ça permet de faire le compte. C'est pratique. Voilà. Elle est citée 75 fois et du coup, on comprend très vite ce que c'est. Ce document, je sais, enfin, ce guide, je ne sais pas comment il l'a fait. Est-ce qu'il y a du copier-coller? Est-ce qu'il y a des trucs qui sont directement inspirés d'autres guides? C'est possible. L'intérêt, en effet, du truc, parce qu'il y en a un, c'est que c'est quand même un peu euh, le seul guide qui, plus qu'être sur la Thaïlande, et je dirais sur l'expatriation en Thaïlande. Enfin, vous vous doutez bien que s'il est gratuit, c'est pas pour rien. Il est gratuit parce que c'est un outil de promotion pour le reste. Et pour le reste, j'en ai déjà parlé, c'est du conseil en formation, c'est des tas de choses. Et que, euh, plutôt que d'en reparler moi-même, bah, j'ai trouvé cette vidéo qui date d'un an, qui est la vidéo de quelqu'un qui a une chaîne qui s'appelle Vivre en Thaïlande. Je vais vous mettre le lien en description. Regardez-la, parce que, honnêtement, il en parle. Alors, il parle de la mode de ses conseillers en expatriation, et en l'occurrence de Sabri Taille, et il en parle mieux que moi. Non, mais voilà, il dit clairement ce qu'il en pense, sans attaquer personne, hein. Faites attention, tout ça, encore une fois, que ce soit lui, que ce soit moi, c'est nos avis personnels. Ça n'est en rien la vérité. Vous nous écoutez, j'espère, mais vous êtes libre d'en penser ce que vous voulez. Vous qui pensez qu'on est des vrais débiles et qu'on raconte n'importe quoi. Ah, bon, allez, si, si, franchement, vous avez le droit de penser ça, vous avez le droit de le mettre dans des commentaires. On essaie juste, en toute modestie, de vous éclairer un peu sur ce système qui s'appelle un tunnel de vente et qui consiste à vous appâter, voilà, avec des choses gratuites, avec des conseils qui en fait sont pas très intéressants. C'est des choses, moi je l'ai fait leur truc, hein. En fait, j'ai rien appris, rien. Vous allez me dire peut-être que je connais la Thaïlande, mais je la connais pas si bien que ça non plus. Mais bon, en tout cas, rien de nouveau. Donc il vous appâte, il vous appâte, il vous appâte. Vous rentrez dans le tunnel jusqu'au moment où eh ben, la sélection, elle se fait par le fric. C'est-à-dire qu'on vous demande de payer. Et si vous avez que 500 balles à mettre un- sur un programme d'accompagnement à l'expatriation, eh ben, c'est peut dire que vous les intéressez peu. Voilà, bref. Regardez cette vidéo, franchement, elle est vraiment, elle est vraiment instructive. Voilà les amis, pour ce retour, c'était un peu long quand même. Bon, portez-vous bien, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de propager tout ça, de faire de vous abonner et de m'envoyer vos commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà. Bye bye. Salut à tous. Ciao. Comme j'ai raconté des bêtises, je reviens 5 secondes, un peu plus, pour vous apporter des petites précisions. En fait, la vidéo dont je vais vous mettre le lien et que j'aimerais que vous regardiez, si ça vous intéresse, en fait, c'est la vidéo d'une chaîne qui s'appelle Tiam Expat, que moi j'aime beaucoup. Le mec est sérieux et il est extrêmement précis dans ce qu'il dit. Il s'appelle Olivier et c'est lui justement qui décrit un peu le mécanisme de ces conseillers en expatriation, tunnel de vente, dont Sabritaille. Et puis, la chaîne de ce cher Thaï, que j'aime bien, elle s'appelle Farang en Thaïlande. Voilà, Farang en Thaïlande. Merci, bye bye, salut.